Si je pouvais vous éviter 7 regrets, je parlerais simplement, comme je le fais ce soir. Je m'appelle Louis. J'ai 85 ans. Je suis veuf depuis 4 ans maintenant. Et ce soir, comme beaucoup de soirs, je suis assis sur ce canapé. Le même canapé depuis 30 ans. Celui dont Marie voulait changer le tissu et que j'ai toujours défendu parce qu'il était encore bon. Et je pense. Je pense à ce que j'aurais dû faire autrement. Pas parce que ma vie a été un désastre. Elle ne l'a pas été. J'ai travaillé honnêtement. J'ai élevé 2 enfants. J'ai payé mes dettes. J'ai été fidèle. Par beaucoup d'aspects, j'ai été ce qu'on appelle un homme bien. Et pendant longtemps, j'ai cru que ça suffisait. Ce que je comprends maintenant, à 85 ans, c'est que les plus grandes erreurs d'une vie ne font pas de bruit. Elles ne ressemblent pas à des erreurs sur le moment. Elles ressemblent à des priorités raisonnables, à de la sagesse même. Et c'est pour ça qu'elles sont si dangereuses. Alors, ce soir, je vais vous parler de 7 d'entre elles. La première erreur, c'est de remplacer une conversation importante par une excuse pratique. Je me souviens d'un soir. Mon fils avait peut-être 12 ans, 13 ans. Il était venu s'asseoir près de moi dans la cuisine, comme ça, sans raison apparente. Il tournait autour du sujet. Je le voyais bien. Il voulait parler de quelque chose, mais j'avais des papiers à finir, des factures à classer, des choses qui ne pouvaient pas attendre, je me disais. Je lui ai dit, on parlera demain. On n'a pas parlé le lendemain. Pas de ce sujet-là, en tout cas. Ce moment-là était passé. Et lui, il avait appris quelque chose ce soir-là, que ces moments à lui pouvaient attendre, que les papiers, eux, ne pouvaient pas. Je ne lui en veux pas de ne pas avoir su se confier facilement à moi plus tard. C'est moi qui lui avais appris à ne pas le faire. La deuxième erreur, c'est de supposer que ceux que vous aimez savent ce que vous ressentez sans que vous le disiez. Marie et moi, nous avons été mariés 51 ans. 51 ans dans la même maison, dans le même lit, à la même table. Je l'aimais profondément. Je croyais que c'était évident. Après sa mort, en rangeant ses affaires, et c'est quelque chose que je n'aurais jamais imaginé faire un jour, ranger les affaires de Marie, j'ai trouvé un petit carnet. Elle y notait des choses depuis des années, des pensées courtes, des observations. À une page, elle avait écrit « Je me demande parfois ce qu'il ressent vraiment. 51 ans. » Et elle se demandait encore. Ce n'est pas qu'elle doutait de mon amour. C'est que je ne le disais pas assez clairement. Je croyais que mes actes parlaient pour moi. Le travail, la stabilité, la présence physique. Mais les mots ont leur propre langage. Et le silence, même affectueux, peut ressembler à de l'indifférence. Dites ce que vous ressentez. Dites-le avec vos propres mots, même maladroitement. Ne laissez pas les gens que vous aimez traduire votre silence comme ils peuvent. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à revoir toute ma vie autrement. Les années passent vite quand on est occupé à être responsable. Je ne dis pas ça pour me plaindre. La responsabilité, je l'ai choisie. Je la choisirai encore. Mais il y a quelque chose que personne ne vous dit quand vous êtes jeune et que vous construisez votre vie. Le présent que vous sacrifiez aujourd'hui ne reviendra pas. Le futur pour lequel vous vous privez, il arrive, oui. Mais il arrive sans les gens tels qu'ils étaient. La troisième erreur, c'est de sacrifier systématiquement le présent pour un futur incertain. Il y avait une période, mes enfants avaient 5 et 7 ans, où Marie me demandait parfois d'emmener la famille en pique-nique le dimanche. Juste ça. Un dimanche dehors, dans l'herbe, sans agenda. Et moi je calculais. J'avais des travaux à terminer, de l'avancement à préparer, des économies à faire pour les études futures des enfants. Je pensais protéger leur futur. Ce que je ne voyais pas, c'est que leur futur, c'était aussi ces dimanches-là. Ces photos qu'on n'a pas prises, ces rires qu'on n'a pas eus, ces moments où un père et ses enfants apprennent à se connaître en dehors du sérieux de la vie. J'en ai fait des pique-niques, rassurez-vous, mais pas assez. Et les rares fois où j'y étais vraiment, sans regarder ma montre, sans penser à autre chose, ce sont ces moments-là dont tout le monde se souvient encore aujourd'hui. La quatrième erreur, c'est de confondre force et silence émotionnel. On m'a appris, comme beaucoup d'hommes de ma génération, que la solidité, c'était de ne pas se montrer affecté, que pleurer était une faiblesse, que parler de ce qu'on ressentait était presque indécent. Alors, j'ai été fort, silencieusement fort, pendant des décennies. Quand mon père est mort,
Je n'ai pas pleuré devant mes enfants. Je pensais les protéger. En réalité, je leur apprenais que la douleur se cache, que la tristesse n'a pas sa place dans le salon. La vraie force, je l'ai compris trop tard, c'est d'être capable de dire « j'ai mal » sans que ça vous brise. C'est de montrer à vos enfants que les émotions sont humaines et que les ressentir ne fait pas de vous quelqu'un de moins digne. La 5e erreur, c'est de considérer les moments ordinaires comme insignifiants. Marie faisait de la soupe le vendredi soir. Chaque vendredi, depuis des années. Une soupe simple, des légumes, un peu de poivre, du pain à côté. Et souvent, elle voulait prolonger ce moment à table. Parler de la semaine, de rien, de tout. Moi, j'avais souvent le journal, ou la fatigue, ou les deux. Aujourd'hui, ce que je donnerais pour un seul de ces vendredis, pour m'asseoir encore en face d'elle, poser le journal, et simplement écouter. Ce sont les moments ordinaires qui composent une vie. Pas les vacances, pas les anniversaires. Les vendredis soirs avec la soupe, les matins calmes, les trajets en voiture sans destination particulière. Ne les traversez pas en pilote automatique. Et c'est là que j'ai compris que certaines erreurs ne font pas de bruit. Elles s'accumulent. C'est peut-être le mensonge le plus confortable que l'on se raconte. Et je l'ai dit tellement de fois, de tellement de manières différentes, que je finissais par y croire vraiment. Plus tard, je serai moins occupé. Plus tard, les enfants seront plus grands. Plus tard, Marie et moi, on prendra le temps. Plus tard arrive toujours. Mais il arrive changé. Il arrive avec des absences. Avec des distances qui se sont installées si doucement que vous ne les avez pas vues grandir. Et vous vous retrouvez à 85 ans sur un canapé à vous demander où sont passées toutes ces conversations que vous aviez reportées. La 6e erreur, c'est de laisser l'orgueil vous empêcher de demander de la proximité. Mon fils habite à 2 heures d'ici. Il vient me voir régulièrement. Il est bon fils. Je ne dis pas le contraire. Mais il y a une certaine légèreté entre nous qui n'a jamais vraiment existé. Pas de tension, pas de conflit. Simplement une distance tranquille, polie, qui s'est construite sur des années. Et cette distance-là, c'est moi qui l'ai installée. Pas volontairement. Mais à force de ne jamais être le premier à dire ça, me manque de te voir. À force de ne jamais appeler juste pour entendre sa voix, sans raison pratique. À force de croire qu'un père n'a pas à demander ce genre de choses. Qu'un homme solide attend qu'on vienne à lui. L'orgueil, ce n'est pas toujours l'arrogance. Parfois, c'est juste cette gêne silencieuse qui vous empêche de tendre la main en premier. Cette conviction maladroite que le besoin de proximité est quelque chose qu'on ne devrait pas avoir à exprimer. Mais les gens que vous aimez ne lisent pas dans vos pensées. Ils ne savent pas que vous attendez. Ils vivent leur vie, eux aussi, occupés par leurs propres responsabilités. Et pendant ce temps-là, la distance grandit. Doucement, sans malice, de part et d'autre. Appelez. Dites que vous pensez à eux. Dites que leur présence vous fait du bien. Ce n'est pas de la faiblesse. C'est peut-être la chose la plus courageuse que vous puissiez faire. La 7e erreur, et c'est la plus grave parce que c'est celle qui rend toutes les autres irréparables, c'est de vivre comme si le temps vous était garanti. Je n'ai pas perdu Marie brutalement. Elle est partie doucement sur plusieurs mois. J'avais le temps de me préparer, me disait-on. Mais personne ne se prépare vraiment à ça. On gère, on organise, on reste fort, encore une fois. Ce que je n'avais pas anticipé, c'est que la vraie perte ne commencerait pas le jour de sa mort. Elle avait commencé bien avant, le jour où j'avais choisi de ne pas m'asseoir avec elle sur la terrasse parce que j'avais autre chose à faire. Le soir où elle m'avait dit qu'elle aimerait qu'on parte quelques jours, juste nous deux, et où j'avais remis ça à une autre saison. Les matins où elle s'était réveillée avant moi et où j'aurais pu rester là, dans ce silence tiède du matin, au lieu de me lever aussitôt. La vraie perte, c'est la somme de tout ça. Ce n'est pas un seul moment. C'est des centaines de petites occasions manquées de renforcer le lien quand c'était encore simple, encore léger, encore naturel. Le temps ne vous vole rien. Il expose simplement ce que vous avez négligé. Et plus j'y pense, plus je comprends que la vieillesse ne punit pas. Elle révèle. À 85 ans, je ne cherche plus à impressionner personne. Je n'ai plus rien à prouver, plus rien à défendre. Ce que je cherche ce soir, c'est simplement à être honnête avec vous. C'est cette erreur que je vous ai décrite. Ne pas parler quand il le fallait, supposer que l'amour se devine,
Sacrifier le présent, confondre silence et force, laisser passer les moments ordinaires, laisser l'orgueil garder ses distances, vivre comme si le temps était infini. Ces erreurs ne ressemblent pas à des erreurs quand vous les faites. Elles ressemblent à du sérieux, à de la maturité, à de la responsabilité. On vous félicite même parfois. Il travaille dur, il est solide, il n'est pas du genre à se plaindre. Et vous croyez que vous faites bien. Vous croyez que vous construisez quelque chose de durable. Et d'une certaine façon, vous construisez quelque chose, oui. Mais ce que vous construisez aussi, sans vous en rendre compte, c'est la solitude de vos vieux jours. Je pense à ma fille, parfois, le soir. Elle a sa vie, ses enfants, son travail, ses préoccupations. On se parle, on se voit au fait. Il y a de l'amour entre nous, je ne le remets pas en doute une seule seconde. Mais je sais que j'aurais pu être plus proche d'elle, que j'aurais pu lui poser plus de questions sur ce qu'elle vivait vraiment, pas juste sur ce qui allait bien ou mal, que j'aurais pu lui montrer que son monde intérieur m'intéressait, pas seulement ses résultats et ses réussites. Elle a un petit-fils que je vois 2 ou 3 fois par an. Il est encore jeune. Il ne me connaît pas vraiment. Et ça, c'est le regret qui reste le plus silencieux et le plus lourd. Pas parce que quelqu'un a mal agi, mais parce que le temps a passé et que les habitudes de distance que j'avais installées il y a des décennies ont continué simplement à exister. Alors voilà ce que je vous demande, ce soir, depuis ce canapé. Pas de faire des grands gestes. Pas de tout changer du jour au lendemain. Juste de commencer à corriger pendant que c'est encore léger. Pendant que les gens que vous aimez sont encore là, encore accessibles, encore dans une période de votre vie où un pas vers eux sera reçu naturellement. Rapprochez-vous pendant que c'est encore simple. Dites ce que vous ressentez, même si vous ne trouvez pas les mots parfaits. Restez à table un peu plus longtemps. Répondez à cette conversation que quelqu'un essaie d'engager avec vous. Appelez sans raison. Soyez présent dans les moments ordinaires, parce que c'est là que la vraie vie se passe, pas dans les grandes occasions. Et surtout, n'attendez pas que la perte vous enseigne ce que la présence aurait pu vous apprendre. La qualité de votre solitude future dépend des attentions que vous choisissez aujourd'hui. Je l'ai compris trop tard pour moi, mais pas trop tard pour vous. Je m'assois encore ici la plupart des soirs, dans ce canapé que Marie voulait changer et que j'ai gardé parce qu'il me rappelle qu'elle avait des avis sur les choses, des envies, des petites batailles du quotidien qui étaient sa façon à elle d'habiter notre vie ensemble. Et j'espère sincèrement que vous n'attendrez pas aussi longtemps que moi pour comprendre ces 7 choses, parce que le temps passe et il ne prévient pas.